méthodes et moyens de la NSA et de la CIA en matière cyber. Bonjour Rémi Février. Bonjour. Rémi Février, vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie, vous êtes maître de conférence du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, équipe sécurité défense. La NSA, la CIA, dès qu'on prononce NSA, CIA, là on voit des gros badges, voilà, concrètement, ces moyens, voilà, l'étendue de ces moyens. Alors d'abord, peut-être un préalable, ce que je vais vous raconter sur la CIA et la NSA, puisque c'est ce sur quoi vous m'interrogez, sachez que beaucoup de pays au monde font exactement la même chose. Simplement, depuis l'affaire Snowden, qu'on ne présente plus, on a des preuves tangibles. Le grand public a eu accès à des informations tangibles qui mettent en exergue un certain nombre de moyens et de méthodes, d'outils même, de la CIA et de la NSA. D'ailleurs, pour être clair, il y a quelques années, quand j'ai récupéré les slides de Snowden en tant que chercheur, j'ai été obligé de vraiment creuser sur Internet. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès aux slides de Snowden. J'engage d'ailleurs les gens à y jeter un coup d'œil en tapant slide de Snowden. C'est sur le web visible. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça, c'est parce que Snowden l'a dit, mais beaucoup d'autres pays font exactement la même chose. Alors CIA, NSA, il y a des fantasmes, évidemment, mais quelquefois, il y a aussi une réalité. La NSA a été créée, son existence a été, cachée pendant plus de 50 ans. D'ailleurs, la blague des Américains, quand on leur parlait de NSA, c'était « No Such Agency ». Nous ne disposons pas d'une telle agence. Et en 2003, ça a été rendu public, 50 ans après sa création officielle. La NSA, d'abord, fonctionnait au travers du système Echelon, qui est une constellation de satellites géostationnaires, 36 000 km de haut, qui interceptent les informations. Et puis depuis, et ça encore, ça a été évoqué par Snowden, il y a eu d'autres systèmes qui se sont mis en place. Un système qui s'appelle PRISM, qui est de l'interception qu'on appelle download, c'est-à-dire downstream, c'est-à-dire qu'on va se ponter directement chez les fournisseurs d'Internet et on va récupérer des informations directement. Parce qu'ils sont contraints de travailler avec le gouvernement. Et en parallèle, peu de gens le savent, mais il y a aussi une troisième méthode qui est l'interception de type upstream. C'est-à-dire que là, on va aller récupérer de l'information sur les câbles océaniques par lesquels transitent entre 90 et 95% du trafic international. Alors évidemment, quand on écoute la CIA et la NSA, alors pourquoi je parle de la CIA également? Parce que la CIA, depuis 2001, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ont quasiment doublé la NSA en matière de potentialité cyber. Donc, évidemment, les cibles auxquelles on pense, c'est évidemment les narcotrafiquants, les terroristes a fortiori, bref, les dangers, clear on present danger for the United States. Mais je pose une question. Qui garde ces informations et surtout, qui empêche un certain nombre de pays d'écouter même des cadres dirigeants d'entreprise, des PDG, des politiques. Je pose juste la question. J'allais y venir. L'étendue, vous évoquez Snowden, l'étendue de ces interceptions, c'est considérable. Les objectifs, concrètement, les objectifs de ces interceptions? Les objectifs de l'intersection, vous savez, il y a eu un rapport qui a été remis à Bill Clinton qui s'appelait le rapport Japan 2000. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Américains, le gouvernement américain, était obsédé par le fait que le Japon pouvait devenir la première puissance mondiale à l'aube de l'an 2000. Et suite à ça, un certain nombre de mesures ont été prises dans le domaine économique. Donc je veux bien que James Clapper, l'ancien directeur national du renseignement américain, jure la main sur le cœur que les Américains n'interceptent aucune information de type économique pour les fournir à leurs entreprises. J'aimerais juste des preuves. Comment on se protège? Est-ce qu'on peut se protéger? Bien sûr qu'on peut se protéger, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et là j'en appelle aussi aux universitaires, je pense qu'il y a un champ de recherche très étendu, c'est tout simplement de la sensibilisation. Quand je vois le nombre de cadres français qui se déplacent à l'étranger avec un ordinateur complètement rempli, notamment des patrons de services R&D, sans se rendre compte qu'à la douane, dans tout un tas d'endroits, dans un hôtel, on pourrait potentiellement siphonner leurs informations, j'avoue que ça me rend malade. Alors qu'on pourrait crypter les informations, je ne dis pas que c'est une sécurité absolue, la sécurité absolue n'existe pas en matière de système d'information. On pourrait aussi prendre des clés USB qu'on garde toujours avec soi, avec uniquement les informations sensibles dont on a besoin lorsqu'on se déplace. De la même manière, sans parler forcément des systèmes d'information, quand vous êtes dans un aéroport, quand vous êtes dans une gare, vous ne savez jamais qui est à côté de vous. Notamment dans les lounges, donc les espaces VIP, vous ne pouvez jamais savoir qui est à côté de vous. D'accord? Et on susurre que dans certains pays
à la veille de colloques internationaux, eh bien, il se pourrait que les taxis se voient proposer quelques centaines d'euros pour louer leur taxi la veille, et ces taxis seraient donc la veille du colloque, c'est-à-dire la date selon laquelle toute probabilité, eh bien, vous avez le maximum de participants, seraient d'un seul coup pendant une journée conduits par des agents des services de renseignement. Et vous savez comme moi que quand on part avec un collègue la plupart du temps à l'étranger, au bout de 5 minutes, on oublie qu'on est dans un taxi. Bien sûr, bien sûr. Sortir de la naïveté en matière de risque cyber. Voilà, on n'a pas des enfants de cœur en face. Non. Voilà, donc ne le soyons pas. Ne le soyons pas. Merci Rémi. Merci.